Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de Double or Nothing 2023, le pay-per-view de l'AEW. Un pay-per-view qui a mis 2 mois, un peu plus de 2 mois à se préparer. Beaucoup de storylines qui se préparent depuis 2 mois. Je vois 9 matchs sur la carte, il me semble. Ces 9 matchs ont quasiment tous été préparés depuis 2 mois, depuis début mars. C'est donc le climax, le résultat d'un immense build-up de beaucoup de shows hebdomadaires, encore une fois, de plus de 2 mois de shows hebdomadaires. Est-ce que le show est à l'auteur? J'ai souvent entendu que les shows hebdomadaires de la AEW peinent à être regardés, sont souvent un petit peu ennuyants, mais qui ne déçoivent jamais lors de leur pay-per-view, lors de leur climax. Est-ce qu'ils ont encore une fois commis l'exploit? Si vous me connaissez et que vous avez vu mes pronostics et mon détail sur la carte du show, vous savez que j'étais pas très ravi à l'idée de voir ce show. Très peu de matchs me hypaient et je critiquais la construction d'énormément de ces matchs. J'ai vu l'intégralité du show. Je vais faire un bilan rapide avant de parler du show match par match. Sur les 9 matchs, j'ai aimé du début à la fin un seul match. J'ai aimé, mais en trouvant quelques fautes, 2 matchs. Je l'ai trouvé pas bon ou catastrophique les 6 autres matchs. On est sur un tiers de réussite. Donc je vous préviens, si vous écoutez ce podcast dans son intégralité et non pas segment par segment, nous allons avoir un beau voyage où je vais beaucoup cracher. Je ferai en sorte d'argumenter mes arguments à chaque fois, de mettre en avant pourquoi je n'aime pas ça et de bien expliquer pourquoi c'est le cas. Comme cela, si vous n'êtes pas de mon avis, vous pourrez quand même rester et peut-être trouver cela intéressant. Allons-y. Allons-y pour Double or Nothing 2023. Je vais essayer de prendre mon temps un maximum. Nous sommes partis. Le show s'ouvre, le pay-per-view s'ouvre, à l'image des shows hebdomadaires de l'AEW depuis ces 2 mois. Le pay-per-view, ce que payent les gens pour regarder, s'ouvre avec la Battle Royale pour le titre intercontinental, que je raconte, international, défendu par la mascotte Orange Cassidy, comme je l'aime appeler, l'attardé à poche. Putain, est-ce que vous vous rendez compte que Tony Khan, avant qu'on parle du match, Tony Khan commence son pay-per-view, vous payez pour regarder en temps normal, il vous fait commencer son pay-per-view par une battle royale avec 20 gars dans le ring en même temps, sans aucune coordination, qui doivent se faire passer par-dessus la troisième corde. Une battle royale. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce type de match, et je trouve ça absolument honteux de commencer ton show avec ça. Je trouvais ça déjà honteux d'avoir une Battle Royale présente dans un pay-per-view de base, mais là, le commencer avec... Wouh! Mon Dieu, Tony Khan, le booker de l'année, on le rappelle. La Battle Royale, 20 personnes dans le ring. Et j'imagine que Tony Khan se dit, eh ben oui, c'est aussi excitant qu'un Royal Rumble par exemple. Sauf que non. Et commençons par là, comparons une Battle Royale pour un titre, le titre international en l'occurrence, avec un Royal Rumble, puisque la WWE propose très peu de Battle Royale en pay-per-view, à part si c'est dans le kick-off. Sinon, c'est plutôt rare. Alors, ouah, le Royal Rumble est une stipulation pour désigner le vainqueur qui affrontera un champion dans le main event de WrestleMania. L'enjeu est immense. L'enjeu est immense, il est bien plus grand que même n'importe quel championnat intercontinental ou championnat US. C'est un immense enjeu. De plus, les lutteurs rentrent chacun leur tour toutes les 2 minutes. Le match commence avec 2 personnes dans le ring. Nous avons donc 2 personnes dans lesquelles s'investir. Une personne à huer et l'autre à acclamer potentiellement. Et au fur et à mesure, une nouvelle personne va rentrer. Notre attention va se tourner sur cette personne-là
et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'attention du spectateur est toujours orientée sur un ou deux lutteurs. Jusqu'au moment où on arrive à énormément de monde dans le ring et où en général un géant arrive pour cleaner tout le bordel. Ainsi, les Royal Rumble sont bookés et construits de sorte à que, en tant que spectateur, même si nous avons 20 personnes à regarder dans le ring, nous ne sommes jamais perdus puisque nous sommes investis au moins 10 ou 30 secondes sur un lutteur. Mais de manière vraiment concentrée. La Battle Royale de AEW Double or Nothing commence avec, je dirais, 10 lutteurs dans le ring. Donc, pour gagner, il faut faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde et être le dernier survivant des 20 personnes. Et nous avons directement 10 personnes dans le ring, donc c'est déjà énormément de bordel, tout le monde se tape dessus, on ne sait pas qui encourager, on perd même de vue le champion, on sait même plus où est Orange Cassidy. Ce qui est assez problématique. Et de plus, on a 10 autres lutteurs qui attendent à l'extérieur du ring, qui ne sont pas encore rentrés. Ils peuvent rentrer à n'importe quel moment, quand ils le veulent, mais dès qu'ils sont dans le ring, s'ils passent par-dessus la troisième corde, ils se font disqualifier. Et je voyais Brian Cage, un des heels, à l'extérieur du ring sur la rampe, attendre tranquillement. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, bah oui, il a raison. Il a raison. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi tout le monde n'attend pas? En fait, à l'extérieur du ring, vous avez juste à attendre que tout le monde s'élimine. Vous rentrez dans le ring en pétant la forme et vous gagnez. C'est stupide. Pourquoi ils se battaient tous? Pourquoi ils allaient tous dans le ring? Ça n'avait aucun sens. Reste à l'extérieur, tranquillou. Donc déjà, je me sentais insulté, je me sentais déjà pris pour un con, ou alors je sentais que je matais des débiles mentaux s'affronter. Et c'est jamais un grand plaisir quand la personne la plus intelligente des 20 mecs dans le ring, c'est Brian Cage, la montagne de muscles. Ouais, on aura fait mieux comme booking, vous me direz pas le contraire. Mais bref, l'autre point que je veux avancer, c'est que une Battle Royale, comme je le dis, c'est un truc de jobber. Quand je pense Battle Royale, je pense à la Battle Royale pour André le Géant, vous voyez, où tous les jobbers qui n'ont pas eu un truc à WrestleMania se confrontent pour gagner un prix qui n'a aucune valeur. Battle Royale égale jobber pour moi. Là, c'est pour le prestigieux titre international tenu par Orange Cassidy, qui est une blague sur pattes. Et je ne dis pas ça pour l'insulter, là c'est un fait, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. Orange Cassidy est une blague. Une blague qui dure depuis extrêmement longtemps. Le gimmick d'un mec qui s'en bat les couilles, qui fait semblant de catcher, qui a les mains dans les poches, c'est une blague. Mais où Tony Khan l'a mis over comme pas possible, et il se retrouve à avoir une série d'invincibilité à battre des catcheurs bien plus crédibles que lui, toutes les semaines. Un choix que je déteste, qui m'horripile, qui me fait haïr ce catcheur, non pas parce que de bas je ne l'aime pas, mais parce qu'il est mis à une position qui me rebute, une position que je ne comprends pas au vu de son gimmick. Le mec est complètement over, le mec est booké comme Mickey O'Neill, putain de Snatch. Le mec est invulnérable. Et il est mis over, il est plus intéressant que les 20 autres personnes dans le ring, parce que c'est lui le champion, c'est lui l'homme à battre. Et qui sont ces 20 personnes dans le ring? Une poignée de jobbers qui se retrouvent confondus avec des mecs comme Keith Lee, des mecs comme Jay White, des mecs comme Ricky Starks, des mecs qui sont immensément plus talentueux et qui peuvent faire bien plus de choses et d'audience pour l'AEW que ce putain d'attardé à poche. Parce que ce sont des gens crédibles, que de nouveaux spectateurs qui découvrent l'AEW peuvent se ranger derrière. Orange Cassidy est l'icône et la mascotte d'un public de niche qui ne peut pas attirer d'autres personnes que le public déjà acquis de l'AEW. Et c'est pour cette raison que l'AEW fait toujours les mêmes audiences semaine après semaine, qui va entre 800 000 et 900 000 spectateurs d'un point de vue hebdomadaire, parce qu'ils ne font rien en leur pouvoir pour attirer de nouvelles audiences. Il n'y a plus de stars, il n'y a plus d'élévation de nouveaux talents, on vous remet ce que vous aimez, en l'occurrence Orange Cassidy, qui a cette foule et ses spectateurs et ses fans marques dans la poche, dans ses poches, sans mauvais jeu de mots. C'était une farce de commencer avec une Battle Royale de la sorte, je m'en foutais, j'ai quasiment tout skippé pour arriver à la fin où Orange Cassidy a triomphé face à Swerve Strickland. Oui, le combat final entre les deux était plutôt sympa, mais pour en arriver là, ça a mis
extrêmement de temps et je pense que c'est en dépit de beaucoup de talent. Donc, merde à ce match, merde à cet opener, passons directement à la suite. La suite, c'était Adam Cole versus Chris Jericho dans un match où la AEW ne se tient pas responsable, un match unsanctioned, pas sans disqualification, bah oui c'est sans disqualification, mais c'est aussi, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Tout peut arriver. Tout peut arriver, les mecs peuvent se tuer, l'AEW n'est pas responsable. Donc, ça va être un match violent, évidemment, et c'est le résultat d'une longue rivalité où Chris Jericho a attaqué Britt Baker, a humilié Adam Cole, où Roderick Strong est revenu pour défier la Jericho Oppression Society, bref, une rivalité entre deux hommes qui se détestent. Encore une fois, et on va souvent en parler pendant ce show, on est déjà sur un match à stipulation alors que les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés. Et si jamais la rivalité devait continuer, elle ne continuera pas, mais si elle devait continuer, on serait dans une position où on serait en mode, ok, on continue la rivalité, mais on fait quoi après? On a déjà fait le match sans disqualification, le match où la AEW ne se porte même plus responsable. C'est dommage, oui, ça c'est un climax comme stipulation, mais on aurait aimé avoir un match normal auparavant. Surtout qu'Adam Cole et Chris Jericho sont de très bons lutteurs, qui peuvent pondre un très très bon match de catch simple. Et oui, si ça plaît, on peut aller plus loin, et là au pay-per-view, oui, mettre un match à stipulation. Mais là on est directement, c'est le premier match et ils sont directement en train de se foutre sur la gueule dans un match sans règles, où la fédération elle-même ne se tient pas responsable. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Et je vais vous dire un autre truc, c'est que j'ai quand même un petit peu hâte de ce match parce que j'aime bien Adam Cole. Chris Jericho, je ne l'aime plus vraiment, mais quand il veut et quand il peut, il propose de bons matchs de catch. Il peut toujours le faire à son âge. Donc ce match m'attirait. Mais quand je sors d'une Battle Royale avec Orange Cassidy, qui dure trop longtemps, je suis déjà gavé, c'est le début du jeu et je suis déjà gavé, et que le match commence avec toute la Jericho Oppression Society, avec Roderick Strong, Sabu, Adam Cole, on est déjà 8 personnes dans le ring alors que c'est un match simple, entre deux hommes qui s'essayent, et il y a déjà 8 hommes qui se foutent sur la gueule à l'extérieur du ring. Je soupire, putain, je suis en mode, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux juste voir un match de catch par pitié? Je suis fatigué. Je veux juste voir un match de catch. Et c'est trop dommage parce que je suis déjà gavé alors que le match n'a même pas commencé. La AEW ne fait rien pour me mettre investi, pour me rendre investi à ce bordel. Donc tout le monde se bat à l'extérieur. Sabu fait un truc extrêmement risqué pour son âge. Le mec a 60 balais et il est là à faire un bump, passer la troisième corde sur un mec sur une table. C'est hyper risqué, putain. Ne vous mettez pas dans cette position. Un jour, la AEW va faire un spot qu'elle va regretter. Un jour, un mec va se tuer. Un vieillard, une légende, va se flinguer, va se blesser à cause d'une connerie qui n'en valait pas la peine. Ça sert à rien de faire ça. C'est trop risqué. Pour une pop, j'imagine que Sabu était ravi de faire ça. Mais en tant que fédération responsable, tu dois dire non. C'est tout. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Maintenant, le match commence enfin puisque tout le monde s'est barré du ring. Tout le monde s'affronte dans les coulisses, c'est cool. On a Adam Cole, Chris Jericho dans le ring. Le match unsanctioned peut enfin commencer. Et je le rappelle, match unsanctioned, la fédération ne se porte pas responsable. Tout est permis. D'accord? Le but, c'est de battre son adversaire. Tout est permis. Il n'y a aucune sanction. Alors pourquoi Adam Cole et Chris Jericho se battent en faisant des mouvements de catch? Pourquoi ils se font des dropkicks, des powerbombs, des clotheslines, enfin... Justement, enfin... Encore une fois, je ne dis pas que je veux voir, que je veux voir un match du UFC. Moi, je veux voir du catch avant tout. Mais c'est eux qui sont dans cette merde. C'est eux qui ont dit, on fait un match unsanctioned. Ok, vous voulez pas proposer du catch? Vous voulez proposer autre chose que du catch avec vos stipulations à 2 balles? Alors vous assumez, les mecs. Match unsanctioned, sans disqualification, la fédération ne se porte pas responsable, et bah vous devez vous fumer la gueule. Juste prenez des objets et frappez-vous. Ne marchez pas, ne l'installez pas ailleurs, ne faites pas des moves risqués. Vous prenez une chaise, vous prenez un kendo stick et vous allumez l'adversaire sans vous arrêter. Parce que c'est comme ça qu'on peut gagner si c'est permis. Et qu'en plus les deux mecs se détestent tellement que c'est ça qu'ils auraient dû faire.
Du coup, je ne croyais pas à ce que je voyais. J'étais en mode, mais pourquoi vous faites ça? Tout le long, j'étais en mode, pourquoi vous faites ça en fait? Là, vous avez l'occasion de vous tuer sur place. Et vous voulez vous tuer. Dans le kayfabe, les personnages veulent se tuer à ce moment-là. Alors pourquoi vous le faites pas? Et remarque, après, j'ai compris à la fin du match pourquoi ils ne le faisaient pas. Parce que c'est uniquement à la fin du match que le combat ressemblait à de la MMA, à de l'UFC. Le final, où Adam Cole, après avoir fait son last shot, a commencé à marteler Chris Jericho de coups de poing, de coups de marteau. Et j'ai compris pourquoi il ne le faisait pas, parce que ces coups de marteau, ça ne ressemblait à rien. C'était ridicule. Il n'y avait aucune force, aucun impact dans les coups. Évidemment, parce qu'on est au catch. Il va pas tuer son adversaire. Mais c'est pour ça que je le redis. Pourquoi vous vous mettez dans cette merde? Pourquoi la AEW se fout dans cette merde? Pourquoi on n'a pas eu juste un simple match de catch avec deux mecs qui sont expérimentés dans les matchs de catch? Adam Cole et Chris Jericho sont deux très bons lutteurs. Le match aurait pu être très très bon et crédible dans un milieu cadré, réglé. Pourquoi vous voulez faire genre c'est un match unsanctioned où tout est permis et au moment où du coup ils commencent à faire de la MMA, à faire des coups de marteau, bah ils savent pas faire. Évidemment qu'ils savent pas faire, c'est hyper dangereux et pour le coup ça marche vraiment. Tu peux flinguer tes adversaires avec ça. Et ça ressemblait à rien. C'était ridicule. Donc oui, c'est hyper décevant. Les deux se détestent. La construction, je l'ai pas trouvé forcément très très bonne la construction, mais elle avait le mérite de clairement montrer deux hommes qui se détestaient. Ça pour le coup c'était acquis. Adam Cole, Chris Jericho se détestaient. Et j'aurais bien voulu voir cette hargne, cette animosité dans un match de catch. Et pas dans ce bordel avec des objets où les mecs n'essaient même pas de se faire mal au final. Où on ressent qu'ils n'essaient même pas de se faire mal. Au milieu du match, on a même Saraya qui vient. Alors oui, pourquoi Saraya vient avec Chris Jericho? Parce que il y a plusieurs semaines de ça, je crois que ça remonte même à un mois, je crois, où Chris Jericho avait attaqué Britt Baker avec l'aide de Saraya. En gros, il avait proposé à Saraya d'attaquer Britt Baker parce que lui, en tant qu'homme, ne pouvait pas faire de mal à une femme dans ce milieu de la WWE, c'était pas possible. Et sur le coup, j'ai compris, j'ai fait ok, il a passé un coup de fil à Saraya qui est en rivalité avec Britt Baker. Voilà, elle l'a frappé. Sauf que là, Britt Baker vient attaquer Chris Jericho directement pour défendre son mari. Et Saraya revient, ça veut dire que Saraya depuis tout ce temps était toujours de mèche avec Chris Jericho. On n'est pas dans le même cadre là. Britt Baker vient juste aider son mari. Mais Chris Jericho et Saraya ne formaient pas d'alliance sur le long terme jusqu'à ce moment-là. Aucune. Donc, on a Saraya et Britt Baker qui sont dans le ring, qui se foutent sur la gueule. Tout ce que je pense, c'est qu'il y a trop de monde dans ce putain de match de merde. J'ai aimé un seul moment dans ce match. Juste un seul moment. Un seul moment qui a d'ailleurs fait un petit peu popper la foule parce que, enfin, on voyait quelque chose de babyface, quelque chose de assez galvanisant. Au moment où Chris Jericho attache Adam Cole avec les menottes, la grosse menotte reliée à une, enfin, les menottes reliées à une énorme chaîne, Adam Cole revient à ses esprits et au lieu de se défaire, il prend l'autre menotte et agrippe Chris Jericho avec. En mode, non, 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 tu vas aller nulle part mon gars, tu restes avec moi, on va s'affronter. Comme dans un dog collar match en fait. Et effectivement, ce mouvement et les expressions faciales d'Adam Cole, sur le coup, j'étais, oh putain, ça c'est un bon mouvement babyface. Là, il se met over et la foule s'est à ce moment-là. Et Chris Jericho a voulu fuir et Adam Cole l'a tiré d'un coup et Chris Jericho est tombé. Ça, c'était un bon moment. C'était un bon passage qui a fait réagir la foule parce qu'il a permis à galvaniser, à que cette foule soit galvanisée autour d'Adam Cole. Et finalement, c'est le final, la shot avec, comme je l'ai dit, avec la chaîne sur le genou, puis, effectivement, comme je l'ai dit là, les coups de marteau sur le visage. Adam Cole remporte la rivalité, Chris Jericho ne fait que perdre en pay-per-view, et dans ma tête, je suis en mode, mais qu'il arrête d'avoir des matchs de pay-per-view, pourquoi le mec est toujours... Il se retrouve toujours en PPV, avec des constructions match de plus de 3 mois qui sont hyper chiantes, hyper reloues, avec toujours la Jericho Oppression Society avec lui. Personne n'est mis over à chaque fois. Il se retrouve dans des matchs de pay-per-view alors que ses anciens adversaires se retrouvent dans des putains de Battle Royale. Et oui, Ricky Starks, c'était son ancien adversaire. Il avait un match de PPV, il est sorti over apparemment, il a gagné le match contre Chris Jericho. Et là, c'est Chris Jericho qui a un match à Double or Nothing et c'est pas Ricky Starks. Ricky Starks sont dans une putain de Battle Royale. Vous voyez comment c'est vicieux, comment ce mec est vicieux, comment ce mec se met en avant tout en faisant croire qu'il élève les autres. Adam Cole n'est pas sorti élevé avec cette rivalité puisqu'il n'a pas eu l'occasion de faire un match de catch.
Au contraire, on a montré ses défauts, on a montré que le mec était inoffensif, ses coups de marteau étaient ridicules. On est à 50 minutes de show et j'ai toujours pas vu un match de catch dans un pay-per-view de catch. Bordel de merde. Et c'est peut-être le moment où on peut prier, le moment où on peut se dire enfin, puisque FTR défendent leur titre par équipe contre Jeff Jarrett et Jay Lethal. Oh, enfin. Alors je dis enfin, mais qu'on soit d'accord, je n'ai pas hâte de voir ce match. Je n'ai pas hâte de voir ce match alors que FTR est mon équipe préférée. Mais je n'ai aucune hâte de voir ce match puisque la construction a été nulle à chier. Nulle à chier alors que j'aime FTR, j'aime Jay Lethal et j'aime Jeff Jarrett. Je trouve que cette équipe heel est prometteuse mais qu'elle est bookée de manière catastrophique et entourée par des gens qui ne servent à rien. Ce géant débile qui est inutile s'est attardé avec son crayon dans l'oreille qui est tellement gênant. Là encore, au pay-per-view avec l'entrée de Jay Lethal et Jeff Jarrett, on a vu l'attardé avec crayon qui parlait, qui gna gna gna, il était insupportable. Même au moment, je crois qu'il a vraiment, pour de vrai, énervé Jim Ross. À un moment, il commençait à narguer Jim Ross et Jim Ross a fait mais juste ta gueule. Mais il a dit de manière tellement naturelle, ça faisait tellement pas kayfabe, on aurait vraiment dit un shoot, un ta gueule pour de vrai, un vrai shoot, c'était... Mais il est gavant, il est cringe ce mec, il est hyper cringe. Et c'est dommage puisque ce sont des talents qui, dans leur élément, de manière individuelle ou en équipe en fait, avec des choses simples, ce sont des talents immenses. FTR est la meilleure équipe au monde à l'heure actuelle, de catch. Comment ça se fait que j'ai pas hâte de voir ce match? C'est terrible. Et quand FTR fait son entrée, je suis abattu parce qu'ils ont une toute petite pop. Oui, la full pop, mais c'est si petit comparé à l'an dernier. Mais si petit, c'est minuscule. Et tout ça, c'est parce que le booking pendant des mois a été nul à chier. Mais nul, nul, nul. Personne n'a été mis over. Aucune hâte, aucune hype a été mis sur ce match. Et je vous dire un truc, c'est qu'au début du match, la foule n'est pas dedans. La foule a mis beaucoup de temps à se lancer dedans parce que la foule, tout comme moi, n'avait pas hâte de voir ce match. Et vous savez quoi? C'est quand même putain de dommage. Mais vraiment dommage parce que, bah putain, ce match était vraiment trop bien. Ce match était vraiment trop bien, bordel. Et je vous le dis maintenant, c'est ce que je vous ai dit au début de ce podcast, il y a un match que j'ai aimé du début à la fin, c'est celui-là. C'est FTR contre Jeff Jarrett et Jay Lethal qui était un excellent match tag team. Le meilleur match tag team du week-end de pay-per-view entre Night of Champions et Double or Nothing. C'était le meilleur match tag team des deux soirs. C'était un très très bon match de catch. Alors peut-être que cela est dû à son placement parce que effectivement après avoir vu 50 minutes de foutoir sans nom, que je vois du catch, je me dis enfin ça fait un bien fou. Mais oui, un match de catch avec une équipe de heel qui prend de la hit de manière naturelle, un travail de hot tag qui est créé, les heels qui sont sur Cash Wheeler pendant très 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 longtemps et Dax qui veut le hot tag, qui le veut mais Cash n'arrive pas à l'atteindre. Au moment où il l'atteint, la foule se soulève et Dax fait des super enchaînements. Un match qui contient de la stratégie, un respect des règles et un arbitre, Mark Briscoe en l'occurrence, qui fait le maximum pour faire régner l'ordre dans le ring. Et il fait tout en son pouvoir, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'en face, les heels utilisent eux aussi un maximum de stratagèmes pour prendre l'avantage. Et Mark Briscoe n'a pas le regard partout, alors que je trouve qu'il a fait un très bon travail d'arbitre. Est-ce qu'on peut parler de Mark Briscoe très vite fait? Je trouve qu'il a fait un très bon travail vu sa position. Mais si j'étais un booker et que j'ai Mark Briscoe dans mon roster, putain, Mark Briscoe aurait eu un match en solo dans ce putain de pay-per-view. Contre n'importe qui. Contre n'importe qui, il aurait eu un match solo. Parce que le mec est tellement talentueux, il a tellement une personnalité, il est tellement... Putain, il a une gueule, il est unique, Mark Briscoe. Et dans son premier pay-per-view, je le fais pas faire l'arbitre. Je le mets dans un match de catch en tant que lutteur, pour que la foule le soutienne. Je crée une star. Je vois ce qu'il donne. Et oui, je trouve qu'il a fait un très bon travail en tant qu'arbitre, mais il a rien à faire à cette place-là, Mark Briscoe. Rien du tout, putain.
Je sais pas, est-ce qu'il y a une star à la WWE qui vient de se lancer par exemple? Oui, vous savez quoi? Prenons Zoé Stark. Allez, prenons Zoé Stark. Imaginez que la WWE, euh, on a Zoé Stark, elle arrive, elle doit faire ses preuves, elle doit se lancer dans le main roster. Et là, elle se met dans la rivalité Becky Lynch contre Trish Stratus. Elle gravite autour et Zoé Stark fait: vous savez quoi? Ce sera moi l'arbitre spécial de ce match. Alors qu'elle a toujours pas été établie. On sait pas qui c'est encore. Et elle se retrouve à faire l'arbitre de son premier match de pay-per-view. Bah non. Bah non, tu fais pas ça parce que ça fait aucun sens. Et je suis sûr quand je vous l'ai dit, vous vous dites maintenant, bah oui, ça fait aucun sens. Enfin, d'abord t'élèves un talent et ensuite tu fais faire l'arbitre. Peut-être. Et bah c'est pareil, Mark Briscoe a rien à foutre là. Mark Briscoe, pour un fan casual qui ne regardait pas la Ring of Honor, qui regarde juste la EW, il sait pas qui c'est. Bref, Mark Briscoe fait son travail d'arbitre du mieux qu'il peut jusqu'au moment où il se prend un coup de guitare involontaire de Jeff Jarrett. Donc Mark Briscoe est complètement out. On a un ref bump. On a Aubrey Edwards, l'héroïne des arbitres de la EW, qui vient le remplacer avec un pas mais si appuyé, ça me fait toujours autant rire que la meuf, c'est une arbitre et qu'elle essaie de se mettre over. C'est toujours, je trouve ça nul à chier à chaque fois. Elle est gênante elle aussi. Mais bon, elle vient remplacer Mark Briscoe, sauf que l'attardé à crayon l'en empêche, hein, il est là, il empêche à Aubrey Edwards d'intervenir, et là il y a la femme de Jeff Jarrett qui se ramène, il lui assène un putain de coup de guitare sur la gueule d'Aubrey Edwards, et ça je dois l'avouer, je ne m'y attendais pas. C'était inattendu, et j'ai vraiment popé, j'ai fait what the fuck. Alors, euh, c'est bien que ce soit la femme de Jeff Jarrett qui ait fait le coup parce que je crois pas que la femme de Jeff Jarrett soit dans le roster de la AEW. Donc il n'y a pas de risque de renvoiement ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. C'est pas un employé qui a fait ça sur l'arbitre. J'espère néanmoins qu'après cet événement, on ne verra plus la femme de Jeff Jarrett pendant quelques temps à la télévision parce que sinon ça ferait aucun sens. La meuf a agressé un arbitre, elle devrait être bannie des coulisses d'un point de vue logique. Donc j'espère qu'ils vont la faire s'absenter des rings de la EW en quelque temps, qu'elle ne sera pas présente, sinon ça ne fait aucun sens. Mais pour le coup, c'était la meilleure personne pour faire ce spot sur Aubrey Edwards. Et j'ai popé, je trouvais ça intéressant, inattendu, et encore une fois, c'est une malice de la part des heels d'enlever tous les arbitres du match pour prendre un maximum de hits et essayer d'obtenir la victoire. Et la fin est excitante justement parce que on a peur pour les faces. Là, on se dit putain, mais les faces vont prendre cher. Les heels ont tout l'avantage. Ils ont les ceintures dans les mains, etc., etc. Ça va être peur. Et quand Dax se prend un coup de ceinture et que Jeff Jarrett lui fait le tomber, j'ai vraiment peur. Et il kick out et ça me fait popper. Et évidemment, Mauricio a fait un tombé assez long puisqu'il était encore un peu dans les vapes. Donc, on a Jeff Jarrett qui est assez énervé. Il commence à foutre des claques à Mark Briscoe. Bon, Mark Briscoe lui renvoie une claque nucléaire, la foule pop et moi aussi je pop. Dax Harwood prend Jeff Jarrett, ils lui font le finisher avec Cash Wheeler, le Shatter Machine je crois, tombé 1, 2, 3 pour la victoire. Il y a eu des émotions. Il y a eu des émotions, il y a eu de l'envie, il y a eu de la hype, il y a eu de la hit. J'ai popé à plusieurs reprises. J'étais investi dans ce match et je me sentais pas insulté. Encore une fois, le respect des règles, le côté stratégique était présent, la malice des heels et le côté combatif des faces, ça marchait putain. C'était un très bon match de catch. Et encore une fois, je le redis, mais c'est tellement dommage que cette construction était si nulle que la foule n'avait pas envie de voir ce match à la base. Ils ont réussi à gagner la foule au fur et à mesure. Mais de base, la foule n'était pas investie. Et c'est tellement putain de dommage parce que je pense que si on a une foule investie du début à la fin, on a vraiment un classique. Là, en l'occurrence, c'était un très bon match de catch, mais je le considérais pas comme un classique au vu de l'investissement qui n'était pas présent au début de match. Vraiment dommage, mais bravo à tous les lutteurs, bravo à FTR, bravo à Jeff Jarrett, bravo à Jay Little et bravo aussi à Mark Briscoe qui a fait un bon travail d'arbitre. Au départ, c'était un petit peu galère, mais plus ça avançait, plus il était dedans. Bref, le match de la soirée, sans aucun doute pour moi. Et match suivant, et décidément on enchaîne les matchs que j'avais envie de voir. Faut dire que c'était, pour tout vous dire, Adam Cole Chris Jericho, c'était mon troisième match que j'avais le plus hâte de voir. FTR, mon quatrième match que j'avais le plus hâte de voir. Et là on a Warlock contre Christian, le deuxième match que j'avais le plus hâte de voir. Donc
quand je vois tous ces matchs s'enchaîner, je me dis, ok, c'est cool, là je passe un bon moment, mais putain, ça va être très compliqué les heures qui vont suivre. Là, ça va être extrêmement compliqué. Wardlow versus Christian pour le titre TNT, tenu par Wardlow. Alors, avant qu'on parle du match encore une fois, plusieurs choses. Un match qui a été bien construit dans le sens de la rivalité. Christian a fait un très bon travail de heel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Wardlow avait les boules contre Christian et ça se comprenait, encore une fois. Une rivalité bien construite. Une animosité qu'on ressent, qui est palpable, qui est réelle. Par contre, la stipulation, un match à échelle, je le redis, elle ne fait aucun sens. Et elle rejoint ce que ma critique par rapport au match Adam Cole contre Chris Jericho. C'est la première fois que les deux mecs s'affrontent et on a déjà un match à stipulation. On a déjà le climax. Il n'y a aucune raison que ces deux mecs se réaffrontent encore. Puisqu'on a déjà eu le côté plus loin. On n'a pas eu la base. On n'a pas eu Wardlow contre Christian dans un match simple. On l'a pas eu. Et l'autre, donc déjà déjà c'est dommage. Et autre point encore, cette stipulation, c'est Wardlow qui l'a proposée. C'est Wardlow, le powerhouse, le Batista ou Brock Lesnar de service de la AEW, qui a proposé un match à échelle. Encore une fois, pour que ça vous paraisse absolument débile, comparons avec la WWE, ce n'est pas un modèle pour autant, mais là, pour le coup, il faut les prendre en tant que modèle parce qu'ils font les choses bien mieux que la AEW à l'heure actuelle. Imaginez Batista ou Brock Lesnar. Prenons Brock Lesnar, là, qui avait un match contre Cody Rhodes. Cody Rhodes, on va s'affronter, et on va s'affronter dans un match à l'échelle, d'accord? Vous imaginez Brock dire ça? Bah non, il dirait jamais ça, puisque ça ne fait aucun sens, c'est un powerhouse. Il est plus fort, plus grand, plus gros. C'est tout dans son intérêt d'affronter Christian dans un match simple, d'affronter Cody Rhodes dans un match simple. Et Wardlow ici, qui est plus grand, plus fort, plus gros, c'est dans son intérêt d'affronter Christian dans un match simple. Je le rappelle que dans l'histoire de la AEW, il a affronté CM Punk, la star de la compagnie, dans un match simple, et il l'a atomisé. Dans le kayfabe, Wardlow devrait être en mode, dans un match simple, j'ai toutes les chances au monde parce que je suis plus fort que Christian, et je le sais. Alors dans un match à échelle, il a toutes les chances de se faire renverser, de se faire avoir. Par la malice du heel. En plus, vu qu'il n'y a pas de disqualification et que le heel est accompagné d'un dino, il y a de grandes chances que le dino intervienne. Donc, le fait que Wardlow propose ce match, ça ne faisait aucun putain de sens. Zéro. Et la chose qu'ils auraient dû faire, c'est Wardlow contre Christian 1 dans un match simple en weekly, ou Wardlow contre le dino, par exemple, en weekly, match simple. Wardlow est mis over d'une manière ou d'une autre, parce que il va forcément remporter le match, ou alors il va le gagner par disqualification, c'est possible aussi. Mais bref, il montre qu'il est plus fort dans ce type de match. Et Christian veut la revanche, veut le véritable match, dans une stipulation, un match à échelle, où là le heel a toutes ses chances. Et c'est le heel qui le propose. Et en plus, le heel a un historique comme quoi c'est un peu un expert dans les matchs à échelle. Donc le fait que le heel propose ce match, ça aurait fait beaucoup plus de sens. Ça aurait été soit le deuxième match, soit oui, la belle, quoi, la belle de la rivalité, il s'en peut pas vu qu'un match à échelle. Mais avant ça, on aurait un match simple. Ah putain, bon. Soit étant dit, ce n'est pas moi qui book, c'est Tony Khan, le booker de l'année. Donc, encore une fois, c'est lui le booker de l'année. On l'écoute, on voit ce qu'il propose. Match à échelle oblige, Wardlow va prendre des gros bumps tout le long du match. Et pour un mec de sa carrure, un powerhouse de je ne sais combien de kilos, ça peut être extrêmement dangereux. Wardlow, c'est pas un petit gars. Wardlow, c'est pas Darby Allin. Le corps de Wardlow peut bien moins prendre que les corps de Darby ou de Sammy Guevara, par exemple. Il est beaucoup plus lourd et les chances de cassure sont beaucoup plus grosses. Il n'a pas à se retrouver dans ce genre de match, Wardlow. C'est dangereux pour sa carrière, vraiment dangereux. Et on va revenir sur ce qu'il a commis pendant le match. Mais putain, si j'étais un promoteur ou un booker, mais Wardlow, je l'interdirais de faire des choses pareilles. Mais vraiment, je l'interdirais. Pour sa santé. Putain. Donc le match a lieu, Wardlow prend le dessus et Christian, comme on l'avait prédit, va profiter des stipulations pour prendre l'avantage, parce que c'est logique, parce que Wardlow est trop con pour avoir fait cette stipulation, donc
Christian prend le dessus grâce à ça. Le Dino va arriver, suivi de A. Anderson. Et bon, j'avais un peu peur que ce soit trop le bordel avec les managers de chacun. Ils sont restés suffisamment en retrait, ça allait. Ça m'a pas bousillé le plaisir de ce match. Et on a ce moment où Christian commence à escalader l'échelle. Et Wardlow va sauter sur l'échelle pour attraper Christian, sauf qu'il saute de loin. Et vu qu'il est extrêmement lourd, l'échelle va tomber. Et franchement, je pense que ce n'était pas prévu parce qu'il n'a pas sauté pour pousser l'échelle. Il a sauté pour atteindre l'échelle et escalader cette échelle. Tout comme le faisait par exemple Kofi Kingston dans les matchs Money in the Bank. Vous voyez, je saute et je me mets directement sur l'échelle et je monte au sommet pour attaquer Christian. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais ça a raté puisque Wardlow est trop lourd et l'échelle est tombée, forcément. Et j'ai eu très peur pour Wardlow parce qu'il aurait pu se faire extrêmement mal à la jambe. Il est mal tombé au niveau de la jambe, je l'ai vu, et j'ai eu très mal qu'il soit retourné la jambe, vraiment. Et c'est ce genre de conneries qu'il doit éviter. Il n'a pas à faire ça, Wardlow. Et tous les promoteurs du monde devraient lui dire non, ne fais pas ça. Lui, il est green, il ne sait pas ce qu'il doit faire, ne pas faire. Mais les promoteurs doivent lui expliquer non, tu ne fais pas ça, putain. Donc, plus tard dans le match, l'échelle est maintenant complètement courbée à cause de la chute de cette dernière. Wardlow la redresse et essaie de monter dessus, mais il ne peut pas parce que l'échelle est complètement pétée. Du coup, on a un arbitre qui commence à tenir l'échelle pour que Wardlow grimpe. Je suis en mode, mais putain, il y a assistant de l'arbitre, ils refont les mêmes erreurs que la dernière fois, c'est pas possible. Et Wardlow se frustre, il est en mode, putain, mais l'échelle est défoncée, il est green, il sait pas. Il va choper une autre échelle, et je pense que là, ils ont un peu improvisé des choses, puisque le match ne se passait plus comme prévu. Le Dino va faire des chokeslam à Wardlow, et on va retourner au statu quo ainsi. C'est cool, on y va. Anderson va grimper et va commencer à mordre le doigt du Dino. Wardlow va placer le Dino sur la table. Et putain, le Dino est sur une table à l'extérieur. Il y a une échelle de 20 mètres d'eau, de 10 mètres d'eau qu'à l'extérieur. Wardlow l'escalade et Wardlow fait une Swanton Bomb sur le Dino. C'est un spot de Jeff Hardy. Wardlow fait un spot de Jeff Hardy. Bordel. Et oui, c'est cool, putain. C'est cool, bien sûr que c'est cool. Mais à votre avis, encore une fois, pourquoi Batista et Brock Lesnar ne font pas ce genre de spot? Parce qu'ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire pour être mis over. Ce genre de spot doit être réservé aux plus petits gars qui ont besoin de ce genre de choses pour se mettre over. Wardlow, en faisant ça, prend le spot, vole le spot aux petits gars qui ne pourront pas le faire et être mis over parce que Wardlow l'a déjà fait. À la WWE, si Jeff Hardy a été mis over à l'époque, c'est parce que c'était le seul à l'époque à faire des trucs de dingue, à faire des Swanton bombs du haut de l'échelle. Et c'est pour ça qu'il a été mis over. Pas parce que les autres ne pouvaient pas le faire, mais parce que la fédération a choisi Jeff Hardy comme la seule personne à pouvoir faire ce genre de choses. Et si personne n'est mis over dans cette compagnie, la AEW, c'est parce que tout le monde fait la même merde. Même les putains de Powerhouse. Aucune personne n'est unique. Aucune personne n'a un truc qui est unique. Tout le monde dive, tout le monde fait des Swanton bombs, tout le monde fait des trucs extrêmes. La foule chante holy shit. Mais la personne qui a exécuté le mouvement, lui est oublié et a mis sa vie en jeu pour un truc où il ne sera jamais retenu. Pour un plaisir de 2 secondes de fan. Ça en vaut pas la peine. Wardlow est un powerhouse et doit être mis over comme un powerhouse. Il n'a pas à faire les mouvements de Jeff Hardy, putain. On a finalement à la fin de match un excellent, quand même, un très bon spot où Wardlow, pour le coup, a fait un spot de powerhouse où là il a été mis over et c'est bien moins risqué pour lui. Le spot qui a le plus marché pour Wardlow, c'est quand Christian est au sommet de l'échelle, Anderson a poussé l'échelle, Christian est donc tombé sur les épaules de Wardlow qui était au sol, qu'il a attrapé pour le powerbomb. Il était directement sur les épaules, grosse démonstration de force, c'était impressionnant, powerbomb. Et là Wardlow était over. Parce que ça, c'est un move de powerhouse. Parce que ça, seul lui peut le faire. C'est pas un mec comme Jeff Hardy ou un mec comme Sammy Guevara ou comme Darby Allin qui va attraper Christian sur les épaules alors qu'il est en pleine chute. Non, ils sont pas assez forts. Le seul qui puisse le faire, c'est Wardlow. Et ça marche, c'est impressionnant et c'est logique. Et il enchaîne ça par la victoire. Le final était très bon. Le match n'était pas mauvais. Le match était franchement même assez sympathique.
Mais Wardlow a pas à faire ce genre de truc. Il n'a pas à se retrouver dans ce genre de situation pour être over. Ils auraient dû avoir un match au simple d'abord, et Christian aurait dû lui proposer le match à échelle. Et dans ce match à échelle, Wardlow n'aurait pas dû faire des mouvements aussi stupides. Il aurait dû faire des mouvements de powerhouse. Le match aurait été plus simple, peut-être moins grandiose, mais bien plus logique, et croyez-moi que Wardlow aurait été bien plus mis over en faisant des choses comme ça, de la sorte, comme ce powerbomb final, plutôt que ces Swanton bombs extrêmement dangereux pour un gars de sa corpulence. Le match suivant, c'est le championnat féminin qui est défendu, Jamie Hayter contre Toni Storm. Oh putain, je pense que la première phrase que je vais dire, c'est la suivante. Et moi qui pensais que la fin du règne de Bianca Belair faisait comme un pétard mouillé. Waouh! Si j'avais cru que ce serait arrivé, j'aurais pas dit ça. C'est clairement ce match qui a une fin de règne féminin qui sonne comme un putain de pétard mouillé. Waouh! C'est ça la fin du règne de Jamie Hayter. Et bah putain. Avant de parler du match, parlons des lutteuses. Toni Storm dans un premier temps. Excellente lutteuse, seulement dans le top 3 des lutteuses de la fédération à l'heure actuelle. Très très bonne workeuse, qui se retrouve dans une faction qui pue la merde, une faction qui crée de la go away hit, une faction que je n'ai plus envie de voir à la télé parce que Saraya est vraiment détestable, mais pas au dessin comme un MJF qu'on aime détester. Détestable au sens, on n'a pas envie de la voir à la télé en fait. On a envie de skipper. Donc c'est pas bon. Et Toni Storm se retrouve, met en cette faction à 2 balles, les Outcasts, dans une rivalité qui pue la merde avec leurs bombes et leur côté loser. Je peins des L sur les adversaires. Enfin, c'est risible, ridicule, et ça traîne en longueur depuis je sais pas combien de temps. Et l'AEW est en chute d'audimat à chaque fois que ces femmes apparaissent à l'écran. Non pas que le catch féminin n'est pas bien, mais parce que cette rivalité et cette faction n'est pas bien. Point barre. On est au niveau du Dark Order là, vraiment. c'est pas bon du tout. Voilà pour Toni Storm. Quant à Jamie Hayter, ma catcheuse préférée de la fédération, aussi dans le top 3 des meilleures workeuses, elle a su être mis over grâce à la foule, elle est aimée, adorée et elle lutte très bien. Sauf que, depuis son début de règne, elle n'a jamais été considérée comme une championne, puisqu'elle n'a eu que très très peu de temps d'antenne, aucune promo, zéro promo, très très peu de matchs, et on ne la voit jamais. MJF ne catch pas plus que Jamie Hayter, mais MJF est constamment présent. Il est toujours dans l'esprit collectif et a toujours au moins un petit segment dans le show. Il va toujours apparaître. Jamie Hayter, ça n'a jamais été le cas. Britt Baker, par contre, à l'époque, était bien plus traitée comme une championne. Elle, clairement, la fédération l'a considérée comme une championne et la mettait en avant comme telle. La fédération n'a jamais mis en avant Jamie Hayter. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est vraiment appréciée, elle a énormément de potentiel. La fédération n'a jamais capitalisé dessus. Jamais, 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 jamais. Elle s'en fout, Jamie Hayter. L'AEW se fout de Jamie Hayter. Et ce match, putain, c'en est la preuve. Toni Storm fait son entrée et elle attend dans le ring puisque Jamie Hayter est en train de se faire attaquer par The Outcast. Donc on a une Jamie Hayter qui est diminuée, qui est blessée à l'épaule. Elle est finalement envoyée dans le ring et le match commence puisqu'elle accepte le match, alors que l'arbitre, tu es sûr d'accepter le match, tu es sûr que tu peux dire non, elle a fait j'accepte, et évidemment Toni Storm lui martyrise l'épaule, encore une fois c'est de la hit facile, jusque là je n'ai aucun problème, de la hit facile pour le heel, et le babyface va pouvoir faire un comeback. Sauf que, alors que Toni Storm martyrise l'épaule de Jamie et essaie d'obtenir de la hit, nous en tant que spectateurs on est beaucoup plus occupés par ce qui se passe à l'extérieur que par ce qui se passe dans le ring. Puisqu'à l'extérieur, Britt Baker refait une save pour la seconde fois en même pas une heure de temps. Elle a déjà fait une save pour Adam Cole. Là, elle revient pour faire une save sur son ami Jamie Hayter. Donc, bravo. Belle exploitation des talents, c'est bien. Donc, notre attention est portée sur Britt Baker. Puis ensuite, c'est Hikaru Shida qui va vouloir faire une save en attaquant Ruby Soho. Encore une fois, attention à l'étendue du ring pour aller sur Hikaru Shida. Ok, bon, c'est bon, il n'y a plus personne à l'extérieur du ring. On peut battre le match. Jamie Hayter fait son close line sur Toni Storm, mais elle a trop mal, elle vend l'épaule, et du coup, même en faisant le tomber, kick out de Toni Storm. Mais Jamie Hayter se relève, elle est prête à faire encore une fois un close line.
Euh, Tony le contre, elle envoie Jimmy Hater dans le coin qui avait été dégagé par les Outcasts, donc le coin était à l'air libre, il n'y avait pas de protection. Mais il n'y a aucun impact parce que Jimmy Hater est allé extrêmement doucement dans le coin. On est loin d'un Brock Lesnar qui s'ouvre le crâne exprès sur le coin. Là, on est vraiment sur Jimmy Hater qui va à 2 à l'heure dans le coin, qui fait genre je me prends le coin, ça, du coup ça marche pas vraiment, il n'y a aucun impact. Tony Storm lui fait un pile driver, un peu naze, tombé, 1, 2, 3. Aucune réaction de la foule. Enfin si, une stupeur, en mode quoi? Pardon? Moi j'étais en mode quoi? C'est tout? C'était nul à chier! Nul à chier! Un règne qui était inexistant puisque la championne n'était jamais mise en avant en tant que championne, qui se termine comme ça. Waouh! Aucun impact. Zéro. Gros zéro. Et ça me fend le cul parce que, je l'ai dit en présentation, Jamie Hater et Toni Storm sont peut-être les 2 meilleures lutteuses de la fédération. Elles auraient pu avoir un très bon match de catch. Et elles ont déjà eu un très bon match de catch par le passé. Il me semble que Jamie Hater est devenue championne en battant Toni Storm d'ailleurs. Dans un très bon match de catch. C'est quoi ce booking de merde? Attention détournée pendant les 2 tiers du match où on est plus concentré sur ce qui se passe à l'extérieur que sur le ring. Et un final qui tombe à l'eau puisqu'il n'y a aucun impact. Mais c'est un 0 pointé ça. C'est un 0 pointé. Le booker de l'année, je le rappelle. Le booker de l'année, encore une fois. Waouh, c'est honteux. C'est honteux. The Outcast est la pire faction à l'heure actuelle dans le milieu du catch. Hommes et femmes confondus et AEW et WWE confondus. La pire faction. Et on récompense cela en couronnant une de ses membres par le championnat féminin de la fédération. Sérieusement, quoi. Sérieusement. C'est honteux. Donc, j'étais un petit peu gavé, vous l'entendrez. Alors, quand je vois que la House of Black va avoir un match contre The Acclaimed et que ce match n'était pas prévu sur la carte, c'était pas prévu. Quand j'ai fait les prédictions, il n'était pas prévu, il n'était pas annoncé. Donc, je vous avoue, j'ai eu la flemme. J'ai vu leur entrée, j'ai vu genre 30 secondes et j'ai fait non, mais j'ai pas envie de voir ça. Là, déjà que ce show est trop long, déjà que ce show me fait péter un câble, m'a déjà fait péter un câble à 3 reprises, j'ai la flemme. J'ai beau adorer Buddy Matthews, j'ai la flemme. Là, match m'a prévu, je l'ai pas regardé. Il y avait aucune préparation, ça a rien à foutre sur la carte. Ça n'a rien à foutre sur la carte. Donc je l'ai passé. La House of Black a gagné, bravo à eux. Match suivant, Jade Cargill défend son titre TBS en pay-per-view face à Taya Valkyrie, c'est la revanche. Alors pour une fois, c'est une revanche. On a eu un match simple d'abord, et on a, encore une fois un match simple, mais c'est une rivalité qui se construit, et ça me fend le cul quand même que le seul booking logique, le seul côté, ok, on va refaire la belle, la deuxième manche en pay-per-view, ce soit pour ce match-là, avec peut-être Jade Cargill qui est la moins bonne lutteuse de tous les catcheurs qui étaient présents pendant le pay-per-view, quoi. La plus green de toutes. C'est ce match-là qui a peut-être une des meilleures constructions. C'est pas possible. Et bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était Jade Cargill contre Taya Valkyrie. Taya Valkyrie était un très bon talent à NXT. Et là, elle n'a jamais eu la chance de briller parce qu'elle n'a fait que des matchs que contre Jade Cargill qui est green et qui a encore beaucoup de mal à catcher. C'est pas beau ce qu'on voit à l'écran. C'est long. Le match était long. Le match était sloppy. On ressentait pas d'animosité entre les deux femmes. Il n'y avait pas d'impact. C'était bof. C'était vraiment bof. C'était pas nul, hein. Je voyais où elles voulaient en venir. Je voyais ce qu'elles essayaient de faire, mais c'était bof. Vraiment, vraiment bof, quoi. Et finalement, alors que Taya Valkyrie fait le finisher sur Jade Cargill, elle ne parvient pas à faire le tomber. Jade Cargill fait la même chose sur Taya Valkyrie et elle obtient la victoire.
Donc Taya est définitivement rayée, elle ne sera jamais la championne TBS, c'est sûr et certain, elle n'a pas battu Jade Cargill à 2 reprises. Et c'était vraiment encore une fois un autre pétard mouillé, sauf que là on a une surprise. Et ça pour le coup je m'attendais pas. Donc c'est bien, je me disais en mode, ce match a besoin de quelque chose pour qu'il soit intéressant. Je pensais à la victoire de Taya Valkyrie pour rendre ce match intéressant. Ils sont partis sur autre chose qui n'est pas plus mal. Pour le coup, j'ai été agréablement surpris parce que Jade Cargill propose un Open Challenge. Son manager dit elle est encore au-dessus du game, elle est au-dessus de tous ses adversaires à l'heure actuelle. Elle peut écrabouiller n'importe qui, n'importe quand. Open Challenge maintenant, vas-y, on y va. Qui veut venir, vient. Et là, c'est la musique de Chris Statlander qui arrive. Je crois que c'est une nouvelle musique parce que la foule n'a pas popé à la base. Donc, sûrement une nouvelle musique. Mais Chris Statlander qui revient enfin à la fédération. Enfin, elle est là. Et depuis beaucoup de temps, on pensait que c'était elle qui allait détrôner Jade Cargill. Le match a lieu. Chris Statlander contre une Jade Cargill diminuée. Et c'était extrêmement court puisque c'était limite comme un match de cash-in de Money in the Bank. Comme vous voyez, c'était un match extrêmement court avec un petit peu d'impact. Mais Jade a quand même réussi à placer quelques petits impacts, quelques petits moves. Mais finalement, c'est Chris Statlander qui parvient à détrôner enfin la championne TBS. On peut enfin passer à autre chose. Enfin, Jade Cargill était détrônée. Jade Cargill peut de nouveau devenir intéressante. Enfin, et Chris Statlander va pouvoir redonner un peu de un nouveau potentiel à cette ceinture qui fait du surplace depuis trop longtemps. J'imagine qu'il y aura une revanche. Il faut qu'il y ait une revanche puisque là on a eu Chris Statlander contre Jade Cargill qui était diminué. Et il faut un match où Jade soit à 100%. Donc il y aura revanche. Mais c'est tellement agréable de enfin passer à autre chose. Chris Statlander est un autre des meilleurs talents féminins de la fédération. Donc c'est cool qu'elle soit récompensée de la sorte. Disons que ça compense pour la trahison que la WWE a faite à Jamie Hayter. Et c'est l'heure du main event. Et non, pas du tout. Non, ce n'est pas le main event. C'est ce que j'ai cru en voyant que le Fatal 4-Way MJF contre Darby Allin contre Jack Perry contre Sammy Guevara pour le titre mondial de la fédération allait avoir lieu. Je pensais que c'était le main event. Mais non, j'avais oublié qu'il restait le BCC contre l'Elite. Ouh, je pense que, vu que j'aurais pas grand chose à dire sur le BCC contre l'Elite, je parlerai du fait que je trouve ça honteux qu'ils aient le main event plutôt que MJF dans la vidéo qui leur sera dédiée. Pour ça, je vais rester sur le match, sur la construction, qui n'est donc pas le main event. Le championnat mondial, MJF, Darby Allin, Jack Perry, Sammy Guevara, donc le Fatal 4-Way, le 4 Pillar Match, les 4 pieds qui s'affrontent, enfin, après 2 mois et demi de préparation, après 2 mois et demi où je n'arrête pas de dire que c'est un match de marque, pour un public de marque, on va enfin y avoir lieu. Une construction où je me tue à vous dire depuis le début qu'on a un heel établi à détester, mais qu'on n'a aucun héros derrière lequel se ranger, puisque les babyface sont divisés. Au départ, Jack Perry et Darby Allin se divisaient le statut de babyface, la personne encouragée, et Sammy Guevara, au fur et à mesure, a switché face. Dans le match, c'est officiellement un babyface, et il arrive en faisant son entrée en annonçant qu'il va être papa. Donc c'est officiellement un babyface. On a 3 des babyface contre un heel. Et si pour moi la construction de ce match était si mauvaise, c'est parce que je ne pouvais pas investir derrière ces catcheurs parce que leur côté babyface, leur côté galvanisant, le côté je me range derrière un héros, leur côté héroïque était divisé par 3. J'aurais voulu voir un de ces 3 piliers, un des 3 piliers affronter MJF pour qu'on ait un héros derrière lequel s'investir. Pour moi, cela aurait dû être Darby Allin puisque c'est clairement la personne la plus unique et originale des 3 autres qui a le plus de potentiel pour devenir un main eventer. Mais non. On a eu Darby, Jack Perry, Sammy Guevara et MJF dans un match des 4 piliers où, encore une fois, je le répète pour la dernière fois, il n'y a jamais eu 4 piliers, il y a toujours eu un seul pilier et c'est MJF qui était au-dessus du lot avec Darby Allin loin derrière en second. Et Jack Perry, Sammy Guevara qui, eux,
sont loin derrière en troisième. Est-ce que j'avais raison? C'est au moment de vérifier. Et pour cela, vous savez quoi? On va écouter la foule. J'arrête pas de vous dire, la foule va être divisée. Le match va pas avoir des grands pop. J'arrête pas de vous le dire. Écoutons, parce que la foule, c'est le public de l'AEW. Ce sont des fans hardcore de l'AEW, cette foule. D'accord? MJF fait son entrée. L'entrée d'MJF est géniale. Avec la musique, sa mix d'entrée réorchestrée et sa descente de la chaise avec son masque de démon, c'est génial. MJF, le personnage, est fantastique. Il a clairement la meilleure entrée, c'est normal, c'est le champion. La foule scande son nom. Et maintenant, quand le match commence, c'est exactement ce que j'avais prédit. Je ne m'étais pas trompé depuis le début. Ce sont 4 personnes qui s'enchaînent, qui font une succession de mouvements très bien exécutés, de très bons spots. Je dis pas le contraire, ce sont de très bons catcheurs, de très bons techniciens, ils font de très belles choses sur le ring, c'est extrêmement fluide. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Techniquement, c'est impeccable. Mais les réactions de la foule, c'est que on a un seul méchant établi à haïr, mais malheureusement, on n'a aucune personne derrière lequel, aucun héros qu'on peut soutenir. On n'a aucune personne établie à soutenir. On a 3 babyface à soutenir. Finalement, la foule n'a jamais, ou peut-être à un seul moment, je crois, j'ai entendu des Darby Allin, je crois, à un seul moment, mais la foule en majorité n'a jamais scandé le nom d'un des 3 babyface pendant le match. Le nom que la foule a le plus scandé, a le plus encouragé, c'était celui de MJF, le heel. Et vous pouvez me dire, oui, maintenant, les fans de catch préfèrent les heels que les face. Ok. Ok. Sauf que non. non, je suis désolé, c'est pas vrai. Quand un babyface est très bien établi, t'as beau être un fan de catch hardcore, quand tu vois Cody Rhodes contre Brock Lesnar, tu encourages Cody Rhodes, pardon. Quand tu vois CM Punk face à MJF l'année dernière, tu encourages CM Punk. Quand tu vois Bryan Danielson contre MJF dans les Runman match, même si Bryan Danielson n'était pas le meilleur babyface du monde, la foule a encouragé Bryan Danielson. Elle n'a jamais encouragé MJF. Parce qu'elle avait un héros derrière lequel se ranger et que ça aurait été absurde, ça aurait été juste de la provocation d'encourager MJF dans ces matchs-là. Sauf que là, dans un match à 4, où c'est le seul heel, où c'est la seule personne qui a un rôle logique à avoir, en l'occurrence celui qu'on doit détester, mais qu'en face de lui, on n'a aucune personne à acclamer, et bah c'est lui qu'on va encourager parce que c'est le seul qu'on voit, c'est le seul qui brille dans sa noirceur. Alors oui, on va pas encourager les autres parce que qui encourager? On va encourager Darby. Bah non, on peut encourager Darby aussi, Jack Perry. Ouais, on peut encourager Jack Perry aussi, Sammy Guevara. Bah ouais, pour pas leur montrer, pour pas leur faire trop de peine, on va encourager aucun. On va encourager MJF, lui ça dérangera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le match est très bon techniquement et ces 4 lutteurs sont tous très très bons techniquement. Mais il y a un manque énorme d'émotion au vu de la durée du match, qui fait à peu près 30 minutes, je crois, ainsi que du temps de préparation. 2 mois et demi pour arriver à un match où la foule ne scande jamais le nom d'un des 3 babyface. Et c'est exactement ce que j'avais prédit. Et c'était ça mon problème avec cette rivalité. Quand je vous disais ça aurait pu être tellement mieux, c'est exactement ça. On aurait pu avoir un des 3 piliers se faire encourager comme pas possible pendant 30 minutes dans un très bon match de catch face à un MJF qui se serait fait huer du début à la fin. Dans un 1v1, que vous mettez Jack Perry ou Darby Allin face à MJF, croyez-moi, MJF ne se ferait pas jamais acclamer ni encourager. Non. Ce serait Darby Allin et Jack Perry qui se feraient encourager, pas MJF. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas aussi over, ils ne sont pas aussi talentueux, ils ne sont pas aussi au-dessus du monde que la MJF. Ils ont besoin d'être établis encore. Ils n'ont pas la stature de MJF, ce ne sont pas les mêmes piliers, ce sont des tout petits pieds et MJF est un énorme pilier. Ils ne peuvent pas rivaliser avec lui et ce match a été le résultat. La foule
La foule qui ont composé de fans hardcore de la AEW en est la preuve, putain. Cela étant dit, j'ai quand même plusieurs choses que j'ai aimées. Enfin, pas tant que ça au final, mais j'ai aimé le moment où ils ont fait chacun, par exemple, il y a un enchaînement de spots et qui dit match Fatal 4-Way dit souvent des spots un peu à faire où il y a beaucoup de symétrie et de répondants. Euh, des trucs que j'ai pas aimé, c'était quand les 4 sont fait des soumissions à chacun, c'était en mode bon, c'est un peu gratuit. Les 4 qui se font Canada Destroyer suite à la suite, pareil, un petit peu gratuit. Le seul moment comme ça que j'ai aimé, c'est quand les 4 ont tous fait le finisher de leur mentor entre guillemets. Sammy Guevara qui fait un codebreaker en référence à Chris Jericho, son mentor. Darby Allin qui fait un Scorpion Death Drop en référence à Sting, son mentor. Jack Perry qui fait un kill switch en hommage à Christian qui était son mentor. Et le meilleur pour la fin, MJF qui finit par un Crossroads en référence à Cody Rhodes. Ça c'était très très bon puisqu'en plus, voilà, il y a un côté historique et ça aurait été bien que ce type de spot qui fait très gratuit soit le seul, puisque pour le coup il était vraiment intéressant. Pour le reste, c'était pas forcément nécessaire. Les Canada Destroyer et les soumissions enchaînées, c'était pas forcément nécessaire. Et ça ne faisait que me rappeler que tout ce que je regardais était chorégraphié en fait. Que c'était pas un combat, que c'était chorégraphié. Et ça me sort un petit peu des matchs dans ces circonstances-là. À la fin, quand même, une des histoires, c'était que Darby Allin voulait battre MJF avec un headlock takeover. Donc Darby tente de battre MJF avec un headlock takeover alors qu'il aurait pu avoir la victoire avec son coffin drop. Et du coup, il perd du temps et Jack Perry lui vole la victoire. Enfin, lui vole pas la victoire, mais l'empêche de gagner la victoire. Ce qui énerve Darby Allin. Et c'est finalement MJF qui va faire le tomber, le pin sur Darby Allin avec un putain de headlock takeover. MJF bat Darby Allin, gagne le Fatal 4-Way des 4 piliers en faisant le tomber sur Darby Allin de manière assez humiliante. Et vous savez quoi, ce final, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui que Darby Allin se fasse battre de manière assez humiliante si les deux se battaient en solo. Si effectivement ce côté je vais me battre avec un headlock takeover soit important dans un match en solo, en 1v1. Et oui, ça aurait pu foutre énormément les boules et mettre énormément de hits sur MJF de battre Darby Allin avec ce putain de mouvement. Sauf que là, ce qui se passe, c'est pas ça qu'il nous a raconté. On n'a pas de la hit sur MJF parce qu'il a battu Darby Allin avec un headlock takeover. C'est plus Darby Allin qui souffre parce que dans un Fatal 4-Way, les règles ne sont pas les mêmes. Ce qui se passe, c'est que dans ces circonstances, dans la tête du spectateur, c'est Darby Allin a pris le pin plutôt que les deux autres. Darby Allin a perdu le match, pas les deux autres. C'est ça qui se passe dans la tête des gens. Dans un Fatal 4-Way, la personne qui prend le tombé est extrêmement importante. Vraiment importante. Et le fait que ce soit Darby, la personne avec le plus gros potentiel des deux autres, qui se mange tomber de manière humiliante, merde. Vraiment merde. Et comme je le disais auparavant, à la fin de ce pay-per-view, si on a vu un match entre l'un des 3 piliers et MJF, cette personne qui aurait été choisie pour affronter le champion, cette unique personne qui aurait été choisie pour affronter le champion, même en perdant, elle aurait été mise over. Parce qu'elle aurait eu le main event. Enfin, en l'occurrence non. Mais elle aurait eu un match de championnat dans un pay-per-view. Avec une grande construction de plusieurs mois. Cela aurait peut-être même pu continuer. Potentiellement. Est-ce que vous voyez vraiment Darby Allin, Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara être dans le main event après ce match? Est-ce que vous sentez qu'ils ont été élevés avec ce match? Vous le pensez vraiment ou pas? Parce que ce n'est pas le cas. Aucun des 3 n'a été élevé. Et surtout pas Darby Allin. MJF non plus n'a pas été élevé. 2 mois de construction sans aucune promo mémorable, à l'exception peut-être de sa promo à Long Island où il recevait la clé de la ville. Mais aucune promo marquante, aucun segment marquant, aucun match marquant dans cette histoire de plus de 2 mois pour le titre mondial.
Quand je disais que ça aurait pu être tellement mieux, c'est ça que je voulais dire. Si l'un des trois avait été choisi, on aurait pu avoir un programme très intéressant qui aurait mis over cette personne choisie, avec des segments sûrement intéressants, beaucoup plus cultes, beaucoup plus prenants que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'était pas merdique ce qu'on proposait. La construction du Fatal 4 n'était pas mauvaise. Il ne fallait juste pas proposer ça. C'est tout. Et c'est l'heure du main event. Le vrai main event. Waouh. Et après, on dit que celui qui a un ego surdimensionné qui pense qu'à sa gueule, qui a un culte de la personnalité, c'est CM Punk. Qui d'autre que l'élite peut se foutre en main event alors dans une rivalité qui pue la merde et en faisant suite au championnat mondial? Qui d'autre que l'élite a suffisamment d'ego et de prétention peut se mettre dans un main event de catch dans un match qui n'a rien d'un match de catch? Putain. La ligne de l'élite, on tue le business, elle a à prendre au sens littéral. L'élite tue le business du catch parce qu'ils font de l'anti-catch. Ce n'est pas une alternative, la EW sous l'élite. C'est autre chose. C'est pas une compagnie de catch, c'est une compagnie de gars qui jouent au catch. Ce ne sont pas des combattants, ce sont des fans. Des fans qui imitent des mouvements de catch. C'est ça qu'on voit à l'écran. C'est pas une alternative. C'est autre chose pour un public de niche. Qu'est-ce que ça fout en main event? Pourquoi MJF, qui est la plus grosse star, le plus gros potentiel pour le futur de l'industrie du catch, qui est déjà le futur de l'industrie, il est déjà over, c'est déjà une star. Pourquoi ce mec qui représente actuellement la nouvelle vague de stars de catch n'est pas dans le main event et que ce sont ces putains d'attardés qui se retrouvent dedans? Ça me fend le cul. Ça me fend le cul. C'est le main event et vous savez quoi? C'est la première fois de ma vie, je crois, que je skip, que je passe un main event. Je n'ai pas regardé ce match dans son intégralité. J'ai passé le main event. C'est la première fois que ça m'arrive. J'en ai passé des matchs de catch. Quand j'en passe déjà en pay-per-view, c'est déjà pas bon signe. Si je passe le main event, ça craint vraiment. Ça craint vraiment. Je n'avais aucune envie de voir ce match. Cela est dû au match, cela est dû à la stipulation, cela est dû aussi à la construction. Le BCC contre l'Elite, c'est une rivalité qui ne va nulle part depuis le début, qui n'élève personne, qui est un enchaînement de catcheurs avec des égos surdimensionnés, qui se lancent en rivalité alors qu'il n'y a pas de face ni de heel établi. Les heels qui sont dirigés par Jon Moxley font trop les mecs badass et trop cool et la foule les adore. L'élite ont leurs fans attardés mentaux qui les adorent aussi. Où ils se prennent pour des badass et où c'est plus ridicule les semaines après les autres. Avec ce putain de tournevis. J'en peux plus de ce putain de tournevis de merde. C'est risible, c'est ridicule, on ne croit à rien. Leurs promos sont lamentables, leurs matchs sont lamentables. Quand je dis ça, c'est que c'est parce que les matchs ne font pas réalistes, encore une fois, ne font pas crédibles. On sent que ce sont des gars qui jouent au catch, qui imitent des mouvements, et non pas qui se battent pour de vrai. Il n'y a jamais d'émotion dans leur putain de match, parce que ce sont des très mauvais acteurs. Et c'est le main event de la soirée. Anarchy in the Arena. L'anarchie dans l'arène, et là-dessus, ils nous ont pas trompés. C'est l'anarchie dans l'arène. Tout le monde se bat partout. Partout. Il y a 8 personnes qui se tapent dessus dans toute l'arène.
Donc il y a des caméras qui coupent tout le temps. On coupe de plan parce qu'on se téléporte dans l'arène, parce qu'il y a plein de choses qui se passent partout. Donc nous, en tant que spectateurs, on n'est jamais concentré sur un seul endroit. On ne peut jamais s'investir sur une seule chose, parce que trop de choses se passent en même temps. On a même la musique du BCC qui est jouée en live. Il y a les gars qui sont en concert, avec la batterie et les guitares en live. Et c'est trop badass, parce que c'est le thème de Jon Moxley en vrai en concert. Ils se battent alors qu'il y a la musique, c'est badass. Et on veut utiliser des barbelés, c'est badass. Et il y a Jon Moxley qui va saigner, c'est badass. C'est anarchie, c'est badass. Je me fais mal à la voix, putain. C'est lamentable, putain. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Après, si vous voulez vous marrer un bon coup, prenez des potes, prenez des bières et matez, hein. En vrai, je suis sûr que dans ces conditions, c'est marrant. Oh putain. Le main event d'un pay-per-view de catch. Waouh. Ce qui me fait mal, c'est que quand je vois des gars comme Bryan Danielson et Claudio Castagnoli qui sont de grands catcheurs, d'immenses catcheurs, se retrouver dans cette daube, mais ça me fait tellement mal au cœur. Donc non, j'ai parlé cette merde, puisque voir des mecs qui savent pas se battre, faire semblant de se battre partout dans l'arène sans que je puisse m'investir en n'importe lequel d'eux, c'est pas ma came. Tant mieux si vous ça vous plaît. Moi je peux pas, je préfère avoir du temps pour autre chose. Donc je passe. Je suis quand même allé voir la fin. À la fin, j'ai vu qu'il y avait Don Callis sur le ring, donc il était intervenu. Et j'ai vu Konosuke Takeshita qui tournait autour de la rivalité, on s'en rappelle, qui aidait le The Elite, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que faisait le BCC. Konosuke, qui est un babyface unanimement apprécié par les fans de la l'AEW, et c'est rare. Mais moi, j'aime beaucoup Konosuke Takeshita, je trouve que c'est un très bon catcheur, un très bon potentiel, et encore une fois, un babyface aimé par toute la foule. Il fait l'unanimité, et c'est rare sur deux personnes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tourné heel. Ils ont tourné Konosuke Takeshita heel. Il a aidé le BCC, il a trahi l'élite. Et du coup, le BCC a gagné. J'en peux plus. Ils tiennent un babyface aimé par les gens. Ils en ont très peu. Et ils le tournent heel. Y'a rien qui va dans ce match de merde. Y'a rien qui va. Rien. Rien du tout. Et j'imagine que l'élite, les Bucks, Adam Page, Omega, ils sont ravis, hein, ils ont fait leur truc, là, ils sont trop contents. Ils ont eu leur spot, la foule a chanté leur nom, ils sont ravis, hein. Ils font rien pour élever le business. Ils sont même en train de tuer un futur babyface, une future personne qui peut être élevée en tant que babyface. Ils ont tué une personne qui peut être aimée. Ils font rien, c'est lamentable. Ça me fait rire au bout d'un moment. Vous savez, il y a la colère, il y a... Je sais quoi les étapes du deuil? Je crois que c'est le déni. Peut-être que le déni sur la est déjà passé. Après, il y a la colère est déjà passée beaucoup. Après, je crois qu'il y a la résistance, je crois que je suis passé aussi. Là, je crois que je suis en acceptation, je crois. C'est bon, ça me fait rire. Ça y est, je crois que j'ai fait le deuil, je crois. ça me fait rire. Et bah, c'était Double or Nothing, les gars. J'espère que le show vous a plu. Oh, j'ai hâte que Collision ait lieu, j'ai hâte que Punk fasse son retour, j'ai hâte qu'on ait un show de catch qui se concentre avec des lutteurs qui ont envie de faire du catch, qu'on ait MJF, qu'on ait FTR, Punk, Hobbs, Ricky Starks, même Jay White aussi, tous ces gars-là dans le même roster, Darby Allin qui viennent, Christian qui viennent aussi, Jeff Jarrett et Jay Little, venez, Mark Briscoe, venez. C'est que ces gars-là viennent dans le même roster et qu'on ait un vrai show de catch. Ça va faire du bien. Du moins, j'espère que c'est ce qui va se passer. J'ai quand même ma petite réserve sur Orange Cassidy qui est dans le même show dans le même roster que les autres. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Ça me fait rire, quoi. Donc, voilà. C'était Double or Nothing. C'est une grosse vidéo, une grosse review, mais énormément de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu.
C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.